Le 14 mars, on a vu le Starship faire sa troisième tentative de vol orbital. Enfin, presque orbital, le plan de vol prévoit de décoller depuis le Texas, puis de se placer sur une trajectoire qui conduit à une rentrée atmosphérique au sud de la Réunion. Après un tout petit peu de retard, le Starship a décollé à 14h25. Le vol s'est particulièrement bien passé, le booster a parfaitement fait son travail et le ship a surtout réalisé, ça c'est essentiel, son insertion en orbite. Le booster a eu un peu plus de mal, mais c'est pas grave, il serait mort dans tous les cas. S-28 a tout de même réalisé des tests d'ouverture de sa trappe latérale, puis un de transfert de carburant. Ça ne s'est probablement pas très bien passé et ils ont fini par annuler un troisième test qui concernait leur allumage des Raptors. Si vous étiez avec Alex en live, vous avez vu une magnifique rentrée atmosphérique, en direct, puisque, grâce à Starlink, on a gardé le contact avec le ship malgré le plasma qui se formait autour. Puis ça a coupé, et plus rien. S-28 a explosé en l'air à environ 65 km d'altitude, peut-être causé par un problème d'orientation durant la rentrée atmosphérique. Maintenant, il y a eu deux vols précédents, IFT-1 et IFT-2. Ils se sont finis par un démontage rapide et imprévu, on va dire. Et là, ça a induit beaucoup de débats. Parce qu'on voit d'un côté ce que dit la presse traditionnelle, on a des articles en mode « le vaisseau s'est perdu dans l'atmosphère » en ignorant complètement le fait qu'il ait atteint la majorité de ses objectifs. De l'autre côté, on en a qui disent « c'est une réussite, c'était qu'un test, donc peu importe ce qui arrive, on s'en fout ». Au lieu de débattre sur Twitter et de s'insulter, on peut simplement se poser la question « qu'est-ce qu'un succès pour un vol orbital ?» Un succès, à la base, c'est ce qui arrive à quelqu'un de conforme au but qu'il se proposait dans une affaire, dans une entreprise ou dans un travail. Par définition, si on veut adapter ça à un vol spatial, alors un succès, c'est atteindre le but qu'on se proposait, et donc mettre la charge utile ou le vaisseau sur l'orbite visée. C'est en général ce qu'on dit. Je vais prendre un exemple très basique. Le vol Ariane 256 est une réussite totale. Le télescope a été envoyé sur la trajectoire prévue sans problème, et on a même été plus précis que nécessaire. A contrario, on a le vol 501. C'est le tout premier lancement d'Ariane 5 et il s'est fini par une explosion de la fusée au-dessus du sol. La charge utile est perdue, le lanceur est foutu, il y a des débris qui tombent au sol, c'est un échec total. Et puis on a VA241. C'était en 2018, Ariane 5 est sortie de sa trajectoire et a placé les satellites en orbite, certes, mais pas sur celle qui était prévue. Ce n'est certainement pas une réussite donc, mais ce n'est pas non plus un échec total. Les satellites ont survécu et sont en orbite. Là, on parle d'un échec partiel. C'est-à-dire que la mission est en partie accomplie, que les satellites sont en orbite, mais pas comme prévu. On est dans un contexte sous-optimal. En général, c'est comme ça qu'on traite les résultats d'un vol orbital. Vous verrez ça sur Wikipédia, un échec c'est pas d'orbite, un échec partiel c'est pas l'orbite visée, et une réussite c'est quand on met la charge utile sur l'orbite prévue. Notre définition est pas entièrement parfaite, mais elle passe assez bien pour 95% des lanceurs. Et puis il y a le Starship. SpaceX travaille avec ce qu'on appelle un design itératif. C'est-à-dire, très vulgairement, qu'ils fabriquent un prototype, ils le testent en mode YOLO, et, selon la taille de l'explosion, ils savent ce qui a plus ou moins bien marché. C'est exactement comme dans KSP, et Elon aime vraiment KSP en même temps, donc c'est probablement pas un hasard. Et ça conduit SpaceX à lancer pour la première fois le Starship, alors qu'il y a une chance sur deux que ça pète. Et c'est pas gênant, la réutilisation des Falcon 9 s'est faite comme ça. Musk a le budget pour payer ce processus, et c'est ce qui importe. Sauf que quand le vol est fini, la fusée a explosé. Et là, on voit fleurir le débat sur la réussite ou non du vol. Les 3 vols IFT devaient atteindre une vitesse presque orbitale, puis rentrer sur Terre et essayer d'amérir plus ou moins en douceur. Mais pour SpaceX, le but de ces vols de test, c'est d'abord d'obtenir des données. C'est d'abord de savoir ce qui marche et ce qui marche pas. C'est clairement affiché qu'atteindre l'orbite n'est même pas certain sur les premiers vols. IFT-1 par exemple devait tester comment le Starship se comporte quand il est entièrement assemblé. IFT-2 devait tester la séparation à chaud et le nouveau pas de tir, l'ancien ayant relativement mal fini. IFT-3 devait tester le transfert de carburant et la trappe pour satellite, etc. etc. Atteindre l'orbite, c'est pas... On peut pas dire que c'est pas un but, mais c'est pas le but. Si le vol n'atteint pas l'orbite, Musk va pas pleurer. L'explosion, elle rapporte des données. Sauf que nous, qui voulons définir le vol comme une réussite ou un échec, on se retrouve un peu embêtés. C'est aucunement une réussite totale. IFT-1 et 2 n'ont pas atteint l'orbite, et puis même, aucun vol du Starship n'a vraiment rempli tous ses objectifs. C'est pas non plus un échec. L'objectif affiché n'était clairement pas de réussir du premier coup, mais de faire remonter les problèmes, ce que le vol a incontestablement fait. C'est même pas un échec partiel, ça c'est quand on est en orbite mais pas sur celle qui était prévue.
Sur un vol qui finit par exploser comme IFT1, c'est assez peu adapté. J'admets qu'IFT3 est assez clair, on suit précisément la trajectoire prévue, et dans mon livre, ça s'appelle une réussite ça. Le fait de ne pas survivre à la rentrée atmosphérique, c'est un échec sur l'atterrissage, pas sur le vol. Un peu comme sur une Falcon 9, où la mission peut être réussie sans réussir à sauver le booster. Maintenant, on peut dire que les problèmes des tests en vol pourraient constituer un échec partiel. Mais là, je dirais que c'est un peu abusé. La fusée en elle-même a fonctionné. Des systèmes secondaires, encore en développement, parfois très préliminaires, ont été dysfonctionnels. Mais c'était spécifiquement le but du test. SpaceX ne s'attendait pas du tout à réussir avec un 20 sur 20. Dans les faits, c'est assez dur de répondre en qualifiant ces vols simplement de réussite ou d'échec. Encore une fois, le vol d'IFT3 semble être une réussite, bien que le retour des 2 étages sur Terre est un échec. Mais il a fallu 3 vols pour le faire et la presse n'a toujours pas acquis que c'est une réussite, visiblement. Sur le côté vol orbital, IFT1 et 2 sont des échecs. Ils n'ont pas atteint l'orbite, ils devaient le faire, pas besoin d'aller bien plus loin là-dessus. Mais SpaceX savait que ça allait sans doute planter. Ils ont décidé de le faire quand même, oui, pour avoir des données, et sur ce point-là, la mission est tout sauf un simple échec. Pas une réussite non plus peut-être, certes, mais l'objectif principal, produire des données, a été atteint. Et les 2 réponses sont vraies à la fois, hein, ça dépend de votre définition personnelle d'échec. Mais si vous dites juste c'est un échec, ce que vous dites est incomplet, voire même trompeur, la réalité est beaucoup plus nuancée. Dans la vraie vie cependant, cette question n'importe pas du tout. On se préoccupe pas de si IFT3 va rentrer dans une catégorie ou une autre. SpaceX va simplement penser aux données qu'ils ont reçues, à ce qui fonctionne ou pas, et en conséquence ils vont prendre des décisions. Donc faut reconnaître que le design itératif n'est pas top, pour ce qui est de donner une réponse claire et définitive sur la réussite d'un vol. Mais ça donne de belles images, on peut pas lui enlever ça.